Wikipédia ITER. ITER ou ITER de l'anglais International Thermonuclear Experimental Reactor, signifie en français réacteur thermonucléaire expérimental international, est un projet de réacteur de recherche civile à fusion nucléaire situé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Le projet de recherche s'inscrit dans une démarche à long terme visant à l'industrialisation de la fusion nucléaire. Le projet associe 35 pays, ceux de l'Union européenne ainsi que l'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis et la Suisse. ITER est le plus grand projet scientifique mondial actuel. Il est sujet à de nombreuses controverses, notamment concernant le budget du projet, passé de 5 à 19 milliards d'euros. L'entrée en activité et émission du premier plasma est prévue pour décembre 2025 et l'émission du premier plasma en deutérium-tritium est prévue pour 2035. Selon les promoteurs du projet, la démarche à long terme visant à l'industrialisation de la fusion nucléaire nécessiterait de construire ensuite un second réacteur de recherche démo plus proche d'un réacteur de production ayant avant la phase industrielle. Non, l'acronyme ITER signifie chemin en latin. Les participants aux études de conception préliminaires entre 88 et 92 ont choisi ce nom pour exprimer leur souhait de voir le monde coopérer au développement de la maîtrise d'une nouvelle forme d'énergie. Le projet ITER a en effet été lancé dans le contexte de la perestroïka, sur proposition de l'URSS à la communauté internationale. Objectif: le projet ITER vise à vérifier la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nouvelle source d'énergie. Le réacteur à fusion thermonucléaire, ITER, a été conçu pour produire un plasma de fusion équivalent à 500 MW de puissance thermique pendant une vingtaine de minutes, tandis que 50 MW de puissance thermique sont injectés dans le tokamak, ce qui multiplie par 10 la puissance de chauffage du plasma. Ainsi, la machine vise à démontrer le principe de produire plus de puissance thermique à partir du processus de fusion que celui utilisé pour chauffer le plasma, ce qui n'a pas encore été réalisé dans un réacteur de fusion. L'électricité totale consommée par le réacteur et les installations se situera entre 110 MW et 620 MW de pointe pendant 30 secondes pendant le fonctionnement du plasma. Le réacteur est conçu uniquement pour produire un plasma de fusion et la chaleur émise par la réaction de fusion sera évacuée dans l'atmosphère sans générer d'électricité. ITER est une étape technologique pouvant conduire à un futur réacteur expérimental appelé DEMO d'une puissance prévisionnelle de 2000 MW, thermique visant à mettre au point une production industrielle d'électricité par fusion nucléaire. La réaction de fusion est destinée à être utilisée comme source de chaleur pour une chaudière produisant de la vapeur d'eau, qui elle-même entraîne des alternateurs pour produire de l'électricité. Comme dans la plupart des centrales électriques, DEMO sera le premier réacteur de fusion produisant plus d'énergie que nécessaire pour son fonctionnement. État d'avancement du projet et situation actuelle. En 2001, le projet ITER est planifié selon ses concepteurs pour un début de construction près de Cadarache, en France. En 2006, pour achèvement en 2016, puis en 2008, cette date fut repoussée en 2019, avec 3 ans de retard sur le calendrier initial. 2008, le budget, d'abord estimé à 10 milliards d'euros, 50% pour la construction et 50% pour l'exploitation, a été porté à 13 milliards, puis en 2009 à 20 milliards. En juin 2009, la BBC annonçait même 16 milliards de dollars.
somme pouvant inciter les responsables du programme à notablement diminuer l'ampleur du projet. En 2009, en novembre, ce délai a été porté à février 2020. En 2010, il y a eu la pose de la première pierre du bâtiment siège d'ITER. En 2012, le décret autorisant le projet ITER est publié, selon le journal officiel du 10 novembre, 2 ans après le début des travaux. La phase d'excavation de la fosse d'isolation sismique est déjà profonde de 17 mètres, là où sera le tokamak. Les 493 supports de 1,7 m de haut, dotés de patins parasismiques, sont en construction. En 2014, en février, le magazine américain The New Yorker a publié le rapport d'évaluation du management d'ITER. 11 recommandations essentielles y figurent, dont créer une culture de projet, instiller une culture de sûreté nucléaire, développer un planning réaliste du projet ITER et simplifier et réduire la bureaucratie. En juillet 2014, le Sénat américain publie un rapport indiquant que le comité ordonne au département de l'énergie de travailler avec le département d'État pour se retirer du projet ITER. Cependant, les États-Unis, qui s'étaient engagés à financer 9% du coût total, ont poursuivi leur soutien, confirmé en septembre 2016 pour au moins encore 2 ans jusqu'en 2018, au vu d'une amélioration de l'efficacité du projet, mais conditionné à plus grande transparence dans le processus de gestion des risques et à une série de réformes de la gestion sous réserve du vote du budget de l'énergie par le législateur américain. Un retard de 5 ans est annoncé. Les premiers essais prévus en 2020 sont reportés à 2025. En 2016, en mai, M. Bernard Bigot, directeur général d'ITER depuis 2015, a indiqué que le premier plasma dans le réacteur est prévu en 2025 pour une pleine puissance en 2035, soit un nouveau calendrier qui induira un surcoût évalué à 19 milliards de budget de construction. En décembre, la réussite d'une expérience cruciale conduite sur un modèle réduit d'ITER, le mini-réacteur thermonucléaire du CEA, appelé WEST, a refait souffler un vent d'optimisme avec la production par West de son premier plasma. ITER a franchi une étape importante vers la maîtrise de la fusion nucléaire. En 2017, en décembre, l'état d'avancement des réalisations indispensables à la production du premier plasma atteint 50%. ITER confirme la date prévisionnelle du premier plasma en décembre 2025 et du premier plasma en deutérium-tritium en 2035. En 2018, les États-Unis ont un certain retard de paiement, mais les grands réservoirs indispensables à la sûreté de l'installation sont arrivés de Chine et des États-Unis et installés dans les bâtiments, dans les délais du calendrier replanifié 2 ans plus tôt, et selon M. Bigot, directeur du projet, les composants de la construction du tokamak seront sur place en 2021, dans un bâtiment attendu pour le printemps 2020. Histoire. Proposition initialement soviétique. En 1985, M. Mikhaïl Gorbatchev présente le projet à M. François Mitterrand lors de sa première visite en France. Puis, un mois plus tard, lors du sommet de Genève, en novembre 1985, M. Mikhaïl Gorbatchev convainc M. Ronald Reagan de participer au programme international pour construire la prochaine génération de tokamak. L'Union soviétique travaillait depuis plusieurs années sur ce type de réacteur exploitant la fusion nucléaire, phénomène qui existe en permanence au sein des étoiles. En octobre 1986, les États-Unis, l'Europe et le Japon acceptent de rejoindre l'Union soviétique au sein de ce projet. C'est ainsi qu'il est décidé de créer ITER, qui est placé sous l'autorité de l'AIEA. Initialement, seuls 4 membres participaient à ITER, la Russie, les États-Unis, l'Europe en association avec le Canada et le Japon. Phase d'étude, de conception et de coordination. En avril 1988, la phase de conception, appelée Conceptual Design Activities, ou CDA, cette phase avait pour but de faire la synthèse des résultats des différents programmes existants
pour les intégrer à ITER. La CDA s'est terminée en décembre 1990. En juillet 1992, à Washington, dans le district de Columbia, aux États-Unis, les 4 membres signent un accord qui lance la phase d'ingénierie appelée Engineering Design Activity, ou EDA, qui dure 6 ans. Cette phase se termine comme prévu fin 1998. Les États-Unis quittent le projet à la fin de la phase EDA, car ils jugent ce projet incertain et ruineux. À la suite du retrait des États-Unis est décidé le lancement de la deuxième phase de l'EDA. Cette seconde phase avait pour but de revoir à la baisse les objectifs d'ITER, de manière à prendre en considération le manque de financement engendré par le retrait des États-Unis. Cette phase se termine en juillet 2001. La phase de coordination, appelée Coordinated Technical Activities, ou CTA, se termine fin 2002. Elle avait pour but de préparer la phase de conception et souleva la question de l'emplacement du site de construction, mais également celle du financement et du cadre juridique d'ITER. En janvier 2003, la Chine rejoignit ITER, suivi en février du retour des États-Unis et en juin de l'arrivée de la Corée du Sud. Choix du site de construction du prototype. Initialement, 4 sites de construction ont été proposés. Cadarache, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la PACA en France, Clarington, en Ontario, au Canada, Rocachot, au nord de l'île Honshu, au Japon, et Vandelos, en Espagne. Le choix du site était très important politiquement, mais surtout économiquement. L'investissement d'ITER est estimé à 10 milliards d'euros sur 40 ans. Une étude réalisée en France en 2002 prévoit qu'ITER créera 3 000 emplois indirects pendant les 10 ans de construction et 3 250 emplois indirects pendant les 20 ans d'exploitation, dont les 3/4 environ en région PACA. Après une querelle franco-espagnole, l'Espagne retire sa proposition le 26 novembre 2003. Cadarache reste ainsi le seul site soutenu par l'Union européenne. La proposition canadienne de Clarington a disparu d'elle-même, faute de véritable financement et de volonté politique des Canadiens qui ont décidé de rejoindre le point de vue de l'Union européenne. Le site de Cadarache reçoit le soutien de la Chine et de la Russie, tandis que le site de Rocachot reçoit celui des États-Unis et de la Corée du Sud. En mai 2005, avant même que le choix du site n'ait été arrêté, le site de Cadarache semble avoir l'avantage, si bien que l'Union européenne décide, quelle que soit la décision, de commencer les travaux à Cadarache. Alors que le gouvernement japonais défend toujours officiellement la candidature de son site, il laisse entendre à plusieurs reprises qu'il ne se battra plus pour avoir 100% du projet. Le 5 mai à Genève, en Suisse, un accord technique est signé entre le Japon et l'Union européenne, où il est stipulé que le pays hôte, auquel on est alors cité, assumera 40% du prix de construction d'ITER, alors que le pays non hôte obtiendra 20% des contrats industriels pour la construction et 20% des effectifs permanents d'ITER. Un programme complémentaire de recherche d'un montant de 700 millions d'euros, financé à moitié par les pays hôtes et non hôtes. La construction d'un centre d'études de matériaux pour la paroi d'ITER, baptisé International Fusion Materials Irradiation Facility, IFMIF, le soutien du pays hôte à sa candidature pour le poste de directeur général d'ITER. Tous ces avantages seront obtenus sans que la contribution augmente par rapport aux autres membres non hôtes, qui est de 10% du coût de construction. Le Japon renonce alors implicitement à accueillir le réacteur, mais gagne sur de nombreux tableaux. C'est finalement à Moscou, le 28 juin 2005, qu'est signée la déclaration commune de tous les membres du programme ITER, désignant Cadarache comme le site de construction du réacteur. Kaname Ikeda, ancien ambassadeur japonais, nommé comme directeur général de l'organisation en décembre 2005,
prend ses fonctions en octobre 2007 à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'accord sur la création de l'Organisation internationale ITER. Accord final et début de la construction. Le 21 novembre 2006 est signé au Palais de l'Élysée l'accord final sur la construction d'ITER par les représentants de la Chine, de la Corée du Sud, des États-Unis, de l'Inde, du Japon, de la Russie et de l'Union européenne. La même journée, après la signature de l'accord, le premier conseil des gouverneurs d'ITER a lieu au Centre de conférences internationales à Paris. La phase de construction débute en 2007 et doit durer 10 ans. La première phase consiste à défricher la moitié des 180 hectares du site, l'autre moitié restant à l'état naturel. Durant cette phase, l'archéologie préventive a mis en lumière quelques découvertes comme une nécropole du 5e siècle et une fabrique de verre du 18e siècle. Pour acheminer les équipements nécessaires à la construction des installations, 104 km de routes et de pistes ont été aménagés pour l'occasion. La phase d'enquête publique et autorisation. L'enquête publique relative à la création de l'installation à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, est ouverte, 4 ans après le début de la construction. Du 15 juin au 20 juillet 2011, dans les communes de Jouques, de Gréoux-les-Bains, de Corbières, de Beaumont de Pertuis, Saint-Julien-le-Montagnier, Sainte-Tulle, Vinon-sur-Verdon, Gina-Servie, Riance, Saint-Paul-les-Durances, Mirabeau et Manosque. Le décret autorisant la construction de l'installation nucléaire de base ITER est paru au journal officiel le 10 novembre 2012. Le projet, l'organisation ITER. La gestion d'ITER est réalisée par un ensemble d'instances où se réunissent les différents membres. La principale instance est le Conseil ITER. Les membres du Conseil sont des représentants de tous les partenaires. Le Conseil ITER est assisté d'un comité scientifique et technique appelé le Scientific and Technical Advisory Committee, ou STAC, et d'un comité de gestion appelé le Management Advisory Committee, ou MAC, les pays membres du projet. En 2014, les pays membres du projet sont la Russie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, les pays de l'Union européenne et l'Inde à hauteur de 10%. La Suisse, en raison de son association au programme européen de recherche, participe via Euratom au projet. Le Brésil a également déposé sa candidature pour rejoindre le projet. Ce financement supplémentaire pourrait devenir essentiel en cas de dépassement fréquent dans les grands projets nucléaires du budget alloué initialement au projet. En 2007, le Kazakhstan a fait savoir qu'il désire être membre à part entière du programme, ce qui peut se réaliser sous réserve de l'accord des gouvernements des autres partenaires. Phase d'exploitation. La phase d'exploitation devrait commencer en 2025 pour le premier plasma. L'objectif d'ITER est de pouvoir entretenir des fusions d'une durée de 400 secondes. M. Bernard Bigot présente en janvier 2019 la phase d'exploitation d'ITER. Après le premier plasma en 2025, les équipements de collecte de l'énergie seront installés. Cette étape majeure devrait se terminer vers 2028. Elle permettra de valider la phase de préfusion, c'est-à-dire de production d'énergie avec de l'hydrogène classique, du deutérium ou de l'hélium. Après cette phase, la machine sera disponible pendant 18 mois pour les scientifiques qui souhaiteraient mener des expériences. Dans un deuxième temps, à partir de 2030, nous installerons des systèmes de chauffage complémentaires indispensables pour parvenir à un plasma de fusion. C'est le cas du système de chauffage par injection de particules neutres qui permet d'accélérer les noyaux d'hydrogène à très grande vitesse pour augmenter le chauffage du plasma afin de le porter à la température de fusion de 150 millions de degrés, température nécessaire pour un plasma auto-entretenu. En 2032, une nouvelle campagne de travail sur la machine sera offerte aux physiciens.
En parallèle sera finalisée la construction de l'installation du cycle du combustible qui séparera l'hélium produit au sein du plasma par la fusion de l'hydrogène et recyclera le tritium et le deutérium produits par la fusion pour les stocker temporairement et les réinjecter dans la machine. L'objectif est qu'en 2035, ITER atteigne sa pleine puissance. La phase de démantèlement. Une fois la phase d'exploitation terminée, il faudra démanteler l'installation. Les sous-produits de fusion nucléaire issus d'ITER sont peu voire pas du tout radioactifs, ce qui n'est pas le cas de la chambre, qui devra être traitée comme il se doit pour respecter les normes de sécurité qui seront alors en vigueur. Des déchets vont également être indirectement produits par la dégradation de la chambre sous irradiation. Le rayonnement alpha échappant au confinement, c'est-à-dire les neutrons. Par exemple, des atomes de carbone seront arrachés aux céramiques des parois, ce qui conduit à la production d'hydrocarbures tritiés. Dans l'enceinte de confinement, la phase de désactivation devrait durer 5 ans, puis le démantèlement à la charge de la France devrait durer 10 ans. Après ITER. Après la phase d'exploitation et suivant les résultats obtenus, le point de Brickhaven de production d'énergie dépassé ou non, un autre réacteur expérimental de puissance équivalente à un réacteur industriel pourrait être créé, nommé DEMO, pour Demonstration Power Plant, ce qui en français signifie centrale électrique de démonstration. Il sera destiné à étudier la possibilité d'une exploitation commerciale, à proprement parler. DEMO devra atteindre le seuil d'ignition, dans lequel le chauffage du plasma est réalisé par l'énergie des alphas produits sans apport d'électricité. M. Bernard Bigot espère qu'aux alentours de 2040, nous serons suffisamment convaincants pour que les industriels s'intéressent à la machine qui suivra, DEMO. Ce sera le premier démonstrateur industriel, c'est-à-dire fonctionnant en continu pour produire de l'énergie, et qui sera cette fois connecté au réseau électrique. Après une dizaine d'années de concertation avec les industriels et de conception d'un réacteur, bénéficiant de tous les retours d'expérience d'ITER et de DEMO, nous pensons que dès 2045-2050, la construction de la première centrale à fusion commerciale pourra être lancée. Cela prendra sans doute au minimum une dizaine d'années. Par la suite, les premiers réacteurs d'application pourront être fabriqués. Les prototypes à construire sont de taille et puissance importantes. La description du tokamak ITER. ITER est un tokamak, c'est un réacteur nucléaire à fusion, destiné à générer de l'énergie à partir de combustible. Le combustible est stocké sous forme de quelques grammes de plasma dans une chambre à vide très poussée de forme toroïdale. Ce plasma est chauffé à 150 millions de degrés et confiné par un champ magnétique. Les parois sont tout de même chauffées par les particules issues des réactions nucléaires et par le rayonnement thermique émis par le plasma. Elles doivent donc être en permanence refroidies. Les différents composants du réacteur. La chambre à vide. La chambre à vide est constituée de 2 parois d'acier entre lesquelles circule de l'eau de refroidissement. Le volume de plasma qu'elle peut contenir est plus de 8 fois plus important que dans les précédents tokamaks. Elle est percée de 40 trous qui permettent d'y connecter le système de chauffage du plasma, les pompes à vide et qui permettent l'accès pour la maintenance. Couverture de la chambre à vide. La couverture de la chambre à vide est constituée de dalles en cuivre et recouverte de beryllium. Elle a 2 fonctions. La première est d'absorber les neutrons produits par les réactions de fusion et de capter leur chaleur pour la transmettre au système de refroidissement. La deuxième fonction de la couverture est la production de tritium à partir du lithium. Cette deuxième fonction ne sera utilisée que dans les dernières phases de recherche au sein d'ITER, lors desquelles seront testés différents types de dalles proposés par différentes équipes de recherche. L'étude de l'autoproduction de tritium par ITER est un des principaux sujets de recherche pour le passage
à l'industrialisation de la fusion. Le système d'aimant d'ITER. 4 types d'aimants participent au contrôle du plasma et de la réaction. Les bobines toroïdales ont pour rôle principal de confiner le plasma. Le solénoïde central induit le courant dans le plasma et contribue à son chauffage. Les bobines poloïdales pincent, voire pinch, plasma physique, le plasma en conjonction avec le courant induit dans le plasma lui-même et contribuent à l'éloigner des parois de la chambre. Les aimants de correction. Ces aimants sont supraconducteurs, refroidis par le système cryogénique à 4,5 Kelvin. Les caractéristiques des aimants sont données dans le tableau ci-dessous. Les bobines poloïdales, les bobines toroïdales, le solénoïde central. Les matériaux conducteurs, la longueur de bobinage, la masse, le courant nominal, le champ magnétique, l'énergie stockée et les coûts prévision en 2011. Les paramètres techniques. Les principales caractéristiques d'ITER sont la puissance thermique de la fusion, 500 MW, la puissance électrique consommée au démarrage, 500 MW, la puissance électrique pour chauffer le plasma, 150 MW, consommée produisant seulement 50 MW de puissance thermique injectée, la puissance électrique pour le fonctionnement lors de la création de plasma maximum, 620 MW, le petit rayon du plasma, 2 mètres, le grand rayon du plasma, 6,20 mètres, la hauteur du plasma, 6,80 mètres, le volume du plasma, 840 mètres cubes, la masse plasma variable de l'ordre du gramme, le courant plasma, 15 mégaampères, le champ magnétique toroïdal, 5,3 Tesla, la durée de maintien de 6 minutes à 1 heure, le bilan énergétique Q égale 10, rapport entre l'énergie fournie par le plasma et l'énergie extérieure fournie au plasma. Les puissances électriques mises en jeu sont importantes et supposent l'existence d'un réseau électrique solide pour faire face aux appels de charge. Le site d'implantation d'ITER. Le site d'ITER de Cadarache est articulé autour du bâtiment Tokamak. Il comprend de nombreux bâtiments annexes destinés à la fabrication de certaines pièces, au montage du réacteur ainsi qu'à son alimentation en électricité. Le complexe Tokamak. Ce complexe est composé du bâtiment Tokamak et de plusieurs bâtiments qui lui sont accolés. Ces bâtiments contiennent les tours de refroidissement, les pompes à vide, la salle de contrôle, ainsi qu'un système de maintenance robotisé qui permet de démonter ou monter à distance les éléments de la chambre de combustion afin de limiter l'exposition des opérateurs à la radioactivité. Le tokamak est monté sur des patins antisismiques et un bouclier en béton armé de 3 mètres bloque les radiations qu'il émet et protège les installations qui l'entourent. Cet édifice pèse 400 000 tonnes. Il mesure 80 mètres de large, 120 mètres de long et 80 mètres de haut. Le bâtiment PF. Le bâtiment PF est destiné au bobinage des aimants à champ poloïdal trop grand pour être assemblés dans les pays partenaires. Le poloidal field, en anglais abrégé à PF, il mesure 250 mètres de long pour 49 mètres de large. Sa construction est achevée en février 2012 et le bobinage des aimants commence en 2013. L'atelier cryostat. Ce bâtiment est destiné à assembler les composants du cryostat fabriqué en Inde. Le bâtiment est terminé en septembre 2014 et le premier élément de cryostat doit être livré en septembre 2015. Le bâtiment d'assemblage. Dans ce bâtiment sont préassemblés les éléments du tokamak avant leur installation. Il est situé près de la fosse sismique et du complexe tokamak. Il mesure 60 mètres de haut, 97 mètres de long, 60 mètres de large. Le siège d'ITER. Ce bâtiment administratif contient des bureaux pour 800 personnes, ainsi que des salles de conférences, de réunion, un restaurant, une bibliothèque, un auditorium,
à une salle de réalité. Le siège d'ITER est en contrebas de la plateforme et il est en forme d'aile. Il a été achevé en 2012, mais une extension a été réalisée en 2014. Les objectifs techniques. Deux objectifs principaux. Le premier consiste à générer un plasma de fusion équivalent à 500 MW de puissance thermique en consommant seulement environ 300 MW de puissance électrique pendant 400 secondes, dépassant ainsi le seuil de rentabilité. Le record mondial est à ce jour une puissance thermique de 16 MW, générée pour une puissance électrique délivrée de 700 MW pour une seconde, réalisée par le tokamak européen JET. Le second objectif vise à maintenir les réactions de fusion dans le plasma pendant au moins 1000 secondes, 16 minutes 40 secondes, et jusqu'à 3000 secondes, 50 minutes. Dans ce cas, pour 300 MW fournis, seuls 250 MW seraient produits. Le record mondial de durée est à ce jour de 6 minutes 30 secondes, réalisé par le tokamak français Thor Supra en 2003. Les problématiques scientifiques et techniques. La fusion est un domaine à la fois novateur conceptuellement et techniquement. Les projets à résoudre sont nombreux et très complexes. Tous sont clairement identifiés depuis le début du projet et font l'objet de recherches intenses par de nombreux laboratoires de par le monde. Certains défis semblaient impossibles à relever il y a une dizaine d'années. De nos jours, même les plus grosses difficultés présentent des axes de tests et d'essais qui sont justement le but d'un réacteur expérimental. Les problèmes majeurs. Le contrôle des disruptions. Dans un fluide en écoulement turbulent soumis à d'intenses champs magnétiques, des concentrations locales du champ magnétique peuvent créer des boucles de champ appelées des modes de disruption. L'exemple typique sont les protubérances solaires. Le même phénomène peut se produire dans le plasma et conduire à la projection de particules hautement énergétiques sur la paroi du réacteur. C'est ce que l'on appelle une disruption. Les conséquences sont doubles, une dégradation de la paroi du réacteur, un arrêt de la réaction et une sollicitation mécanique intense des bobines et de la structure. Les solutions. Plusieurs solutions sont possibles. La première est d'augmenter le volume du plasma pour le stabiliser, d'où en partie le volume du réacteur. Les autres options prévues sont des détections rapides des amorces de disruption, qu'on appelle opérationnelles à ce jour, pour neutralisation du plasma, l'injection de gaz neutre, ou le désamorçage des disruptions par modulation du chauffage micro-ondes. Maîtrise de la radiolyse. Au vu de l'intensité des rayonnements en jeu, les risques de radiolyse sur les matériaux du réacteur sont très importants sur ITER, environ 10 fois plus élevés que dans une centrale nucléaire. On peut identifier deux produits particulièrement sensibles. La paroi du réacteur en contact direct avec le flux, l'eau de refroidissement proche de la paroi avec un risque potentiel de corrosion ou d'explosion des tuyaux. Des solutions existent. Le défi est de trouver la solution optimale qui limitera les déchets radioactifs et de maîtriser les flux de particules et rayonnements au travers des différents matériaux. Ce sera un des axes notables de recherche autour d'ITER et aussi une de ses raisons d'être. Le contrôle de la diversion des déchets. Comme toute réaction, la fusion fabrique des déchets. Ce sont les produits de la réaction et qui doivent être évacués en fait de l'hélium. Pour cela, il faut diverger une partie du flux du plasma contenant l'hélium vers le bas du tokamak. C'est le rôle du divertor, qui est une pièce hautement sensible. Solution. Des divertors sont actuellement fonctionnels dans d'autres tokamaks depuis des décennies. Le divertor d'ITER a une géométrie et une technologie de base arrêtées depuis longtemps. Par contre, la maîtrise fine du flux et des matériaux de la paroi conditionneront la rentabilité industrielle du système, d'où l'importance de la recherche qui sera menée autour de cet élément. Des problèmes facilement maîtrisables, l'isolation thermique.
L'isolation thermique du plasma était un grand défi, car le plasma chauffé à de telles températures rayonne beaucoup, ce qui correspond à une perte d'énergie comme un morceau de fer chauffé à blanc va rayonner de la lumière. De plus, il est très peu dense et donc se refroidit très vite. Dans des petits tokamaks, on atteint rapidement des températures où le plasma perd quasi instantanément toute l'énergie qu'il reçoit. Bref, le plasma atteint une limite de température. Cette limite est trop basse pour pouvoir déclencher les réactions de fusion. La solution, c'est construire un réacteur plus gros, permet d'augmenter le volume du plasma et donc de limiter le rayonnement de ce dernier. On aura une plus grande proportion de rayonnement dirigé et recapté par une autre région du plasma, limitant grandement les pertes thermiques. C'est une des raisons essentielles de la taille et de l'envergure du projet ITER. L'approvisionnement en deutérium. Le deutérium constitue 0,015% des atomes d'hydrogène et peut être extrait de l'eau de mer, 32,4 grammes par mètre cube, pour un coût d'environ 5 000 $ par kilogramme. Solution, techniquement, il n'y a pas de défi technologique et ce problème ne concernerait que les centrales de production industrielle et pas un réacteur expérimental tel qu'ITER. L'approvisionnement en tritium à partir du lithium. Généralité. La période de demi-vie du tritium est de 12,32 ans. Elle est trop courte pour le trouver naturellement, autrement qu'à l'état de traces infimes. La conservation du tritium sur de longues durées suppose des extractions périodiques de l'hélium-3, produit par radioactivité bêta. Environ 5,47% du tritium est ainsi perdu chaque année. On ne sait en fabriquer qu'en faible quantité, notamment dans les réacteurs à eau lourde et à un coût de 3 000 $ le gramme en 2004. La charge de tritium d'ITER représente une masse importante en comparaison des stocks détenus par les principaux producteurs, l'Inde ou le Canada. L'inventaire total en tritium sur ITER pendant son exploitation en phase nucléaire sera de l'ordre de 2 kg, ce qui nécessitera une prise en charge spécifique pour éviter tout impact biologique et écologique du tritium. Solution. Les solutions de confinement du tritium, les faibles volumes et la faible durée ne posent pas de problème particulier, mais une vigilance similaire à celle inhérente à la manipulation d'un produit radioactif. Par contre, la génération du tritium est un enjeu important, car l'utilisation de lithium sur la paroi du réacteur permettrait de générer automatiquement le tritium nécessaire par désintégration du lithium suite au bombardement de particules issues du plasma. C'est le concept de paroi tritigène. Régénération du tritium. Un des enjeux d'ITER est justement la production par le réacteur lui-même du tritium dont il a besoin à partir du lithium qui est la matière première de la fusion. La réaction de fusion du deutérium et du tritium libère un seul neutron de forte énergie, 14,1 mégaélectronvolts, dans tous les cas accompagné d'une particule alpha, chargée électriquement, donc restant dans le tokamak, de 3,5 mégaélectronvolts, total libéré par la fusion nucléaire deutérium-tritium égale 17,6 mégaélectronvolts. La formation d'un atome de tritium à partir d'un atome de lithium demande un neutron. Lorsqu'il capture un neutron, le noyau de lithium 6 se désintègre en une particule alpha et un noyau de tritium. La réaction est exothermique. Une autre réaction dite endothermique à seuil de 2,466 mégaélectronvolts existe avec le lithium 7, dont le rendement est moindre. Idéalement, le neutron formé par la réaction deutérium-tritium réagit avec un noyau de lithium, régénérant ainsi le noyau de tritium perdu. Cependant, les neutrons émis par la fusion deutérium-tritium
sont perdus en grande proportion du fait du procédé. Le neutron, ne possédant pas de charge, est insensible au confinement et finalement le flux de neutrons est presque isotrope. En outre, il est à sa naissance très rapide, 14,1 mégaélectronvolts, donc très pénétrant, et sort rapidement du plasma pour aller causer de graves dommages à la structure. Bilan neutronique. L'idée est d'utiliser ces neutrons sortant du plasma pour régénérer du tritium par réaction avec du lithium. Mais il est illusoire d'espérer récupérer tous les neutrons sortant du plasma avec cette méthode, ce qui serait pourtant nécessaire pour régénérer le combustible. Il faut donc multiplier les neutrons de fuite pour compenser ceux absorbés par la structure, ce qui est possible par exemple par la réaction d'un neutron sur un noyau de plomb, qui libère 2 neutrons, d'où le mélange plomb-lithium envisagé pour les couvertures du tokamak. L'extraction de l'hélium. Lors de la fusion, les noyaux d'hélium produits, chargés électriquement, restent dans le tokamak et étouffent progressivement la réaction deutérium-tritium. Il faut donc extraire l'hélium produit du mélange deutérium-tritium de façon continue, ou plus probablement périodiquement, de façon pulsée. On parle du pompage de l'hélium dans la perspective d'un fonctionnement continu. Il est nécessaire que cette opération soit faisable assez rapidement, sauf à devoir maintenir un stock important de deutérium-tritium. Les champs magnétiques intenses. La maîtrise de champs magnétiques de plusieurs Tesla dans un tor de grande dimension reste à démontrer. Toutefois, les tokamaks précédents mettaient également en œuvre des champs magnétiques intenses. A priori, ce sujet n'inspire pas de crainte et est actuellement parfaitement maîtrisé, les installations utilisant des champs magnétiques pulsés bien plus intenses. La fragilisation des matériaux par les neutrons rapides. Le prix Nobel de physique japonais, M. Masatoshi Koshiba, exprime des réserves au vu des problèmes posés par les neutrons rapides. Dans ITER, la réaction de fusion produit des neutrons de grande énergie, de 14 mégaélectronvolts, niveau jamais atteint encore. Si les scientifiques ont déjà fait l'expérience de la manipulation de neutrons de faible énergie, ces neutrons de 14 mégaélectronvolts sont tout à fait nouveaux et personne à l'heure actuelle ne sait comment les manipuler. S'ils doivent remplacer les absorbeurs tous les 6 mois, cela entraînera un arrêt des opérations qui se traduira en un surcoût de l'énergie. M. Richard Majewski et ses collaborateurs ont publié une méthode qui permettrait de supporter le flux des neutrons. Cette méthode consiste en une première barrière de lithium liquide avec pour but de protéger la seconde barrière qui, elle, est solide. Cette méthode aurait été expérimentée avec succès sur le réacteur d'essai Current Drive Experiment Upgrade CDX-U du laboratoire PPPL de l'Université de Princeton. Les performances du réacteur auraient également été améliorées, la tension pour maintenir le courant dans le plasma ayant été divisée par 4. Par ailleurs, les bobines supraconductrices générant le champ magnétique du tokamak pourront-elles résister au flux de neutrons émis par le cœur du réacteur? Ainsi, M. Pierre-Gilles de Gênes affirmait, connaissant assez bien les métaux supraconducteurs, je sais qu'ils sont extraordinairement fragiles. Alors croire que des bobinages supraconducteurs servant à confiner le plasma, soumis à des flux de neutrons rapides comparables à une bombe H, auront la capacité de résister pendant toute la durée de vie d'un tel réacteur, 10 à 20 ans, me paraît fou. Solution. La paroi et l'eau de refroidissement permettront de limiter grandement les flux de particules énergétiques. Les matériaux les plus sensibles seront régulièrement remplacés. L'enjeu de la recherche est de trouver les bons matériaux qui limiteront ces activités de remplacement. La gestion défaillante des non-conformités. Le 26 janvier 2012, l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, a jugé que la gestion des non-conformités n'était pas satisfaisante
lors de l'inspection des patins parasismiques. En 2012, des fissures microscopiques ont été détectées sur les murs de soutènement. Une inspection de l'ASN a permis de montrer que l'organisation interne dans le suivi de ces non-conformités avait été à nouveau défaillante. Ces non-conformités dans le béton restent cependant inévitables dans un projet de cette envergure qui n'est pas un projet industriel mais qui relève de la recherche. Les critiques des physiciens, bien que favorables à l'énergie nucléaire, estiment qu'il est prématuré de construire ITER alors que des verrous technologiques n'ont pas été levés. M. Sébastien Balibar, physicien de l'École normale supérieure, indiquait en 2005 « On nous annonce que l'on va mettre le soleil en boîte. La formule est jolie, le problème c'est qu'on ne sait pas fabriquer la boîte. » M. Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 1991, indiquait en 2006 « Le projet ITER a été soutenu par Bruxelles pour des raisons d'image politique. Un réacteur de fusion, c'est à la fois Superphénix et l'usine de retraitement de La Hague au même endroit. » En tant qu'ancien ingénieur du CEA, il a de nombreuses réticences vis-à-vis du réacteur expérimental ITER et les multiples difficultés du projet comme l'instabilité des plasmas, les fuites thermiques et la fragilité des métaux supraconducteurs. Les critiques de militants antinucléaires. M. Frédéric Marillier, ingénieur diplômé en génie de l'environnement chez Greenpeace et directeur d'Enercoup, dénonçait le projet en 2005 dans l'Humanité, affirmant que la fusion nucléaire pose exactement les mêmes problèmes que la fission nucléaire, y compris la production de déchets radioactifs et les risques d'accidents nucléaires et de prolifération. Les militants antinucléaires dénoncent en 2006 un projet incertain, dangereux et très coûteux. M. Stéphane Lhomme, écologiste antinucléaire et sociologue de formation, soutient en 2005 que l'on ne parviendra jamais à produire de l'énergie de façon industrielle avec la fusion nucléaire. Le projet de recherche ITER serait donc, selon lui, un moyen de financement indirectement l'industrie nucléaire, un moyen de financer indirectement l'industrie nucléaire. Les critiques liées à ITER. La présence de plusieurs kilogrammes de tritium, matière nécessaire à la confection des bombes thermonucléaires, bien que la technologie des bombes H soit très complexe et totalement différente de celle d'ITER, la production de tritium ferait courir un risque de prolifération des armes nucléaires. Le tritium est un élément radioactif de période courte, mais son danger vient du fait que lorsqu'il est libéré accidentellement, il s'insinue partout, ce qui crée un risque d'accident du travail grave sous forme organiquement liée, l'OBT. Le tritium dans l'environnement semble plus radiotoxique qu'on ne l'avait initialement estimé. Selon l'ASN, dans un avenir proche, l'installation de fusion ITER devrait conduire dans les années qui viennent à une augmentation des rejets de tritium. Or, les impacts du tritium dans l'environnement sont discutés, réputés peu importants pour l'eau tritier, mais ils pourraient être réévalués, au moins pour la forme organiquement liée du tritium dite TOL ou OBT. Si l'on n'apprend pas à empêcher les disruptions, la détérioration rapide de la chambre de confinement, notamment évoquée ci-dessus par le professeur M. Masatoshi Koshiba, imposerait des remplacements réguliers, coûteux et nécessitant d'interrompre la production d'énergie, et produirait une quantité importante de déchets radioactifs. Cependant, même si la maîtrise de ces événements violents n'est pas obtenue, une autre configuration que le tokamak, le Stellarator, permet d'éliminer ce problème. Cette configuration n'a pas été retenue pour ITER, car elle n'était pas aussi avancée que la filière tokamak à l'époque du choix de la conception du projet. Un investissement considérable aux dépens d'autres axes de recherche, notamment sur les réacteurs à fission sur générateur au thorium ou au plutonium, selon M. Georges Charpak, ou pour la maîtrise de l'énergie ou les énergies renouvelables, selon certaines associations écologistes. M. G. A. Borden, physicien au National Nuclear Security Administration
États-Unis, est très critique quant à la durée de vie de ITER, principalement à cause des disruptions mettant en jeu d'énormes quantités d'énergie. Le physicien M. Cédric Reux, dans sa thèse soutenue en 2010 à l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique, dépendant du Commissariat à l'énergie atomique français, le CEA, conclut au sujet des disruptions que la nécessité de les éviter ou de les maîtriser devient donc indispensable. L'évitement n'étant pas toujours possible. Le physicien Yves Lenoir, M. Yves Lenoir, conseiller de Mme Corinne Lepage sur les questions énergétiques, dénonce les risques du projet ITER. Critique de la faisabilité d'ITER. D'après des physiciens, dont M. Sébastien Balibar, M. Yves Pommeau, M. Jacques Treder, la mise en œuvre d'un réacteur à fusion à l'échelle industrielle suppose de résoudre préalablement plusieurs problèmes. La maîtrise des réactions de fusion, particulièrement d'une réaction auto-entretenue, la maîtrise et gestion d'une production massive de tritium, l'invention d'un matériau résistant au flux de neutrons produits par la fusion pour les enceintes de confinement, la maîtrise de l'inhibition de la radiolyse de l'eau par addition d'hydrogène, car cette inhibition est très sensible à la concentration de l'hydrogène, à la température de l'eau, à la nature du rayonnement et à la présence éventuelle d'impuretés chimiques, par exemple issues de la corrosion, qui peut être exacerbée par la radiolyse, la formation d'oxygène et d'oxygénés augmentant la corrosion, ou certains dysfonctionnements du réacteur. Une très faible modification de l'un de ces paramètres lorsqu'on est proche du seuil peut faire brutalement basculer la radiolyse de l'eau. L'acide borique est classiquement utilisé, mais au-delà d'une certaine concentration, seuil variant selon divers paramètres, dont la température, la pression. La décomposition de l'eau est brutalement accentuée avec formation d'hydrogène, d'oxygène et d'oxygénés. Ce phénomène brutal est dû à l'empoisonnement de la réaction en chaîne recombinant l'hydrogène H2, l'eau H2O2. Dans certains cas, on observe un phénomène de saturation lorsque les concentrations de l'oxygène et de H2O2 augmentent trop. La réaction en chaîne s'arrête. Cette saturation fut confirmée par des simulations sur ordinateur. Maîtrise des conséquences des disruptions en situation de très forte température, de pression et rayonnement. Le tokamak ITER ne s'attaque explicitement qu'au premier de ces problèmes, même si l'installation International Fission Materials Irradiation Facility a été incluse dans le projet pour l'étude de la résistance des matériaux aux neutrons de 14,1 mégaélectronvolts, important dépassement de budget du prototype. Le coût d'ITER est passé de 5 à 19 milliards d'euros. Hors fonctionnement, soit près de 4 fois les estimations de 2006, ce qui pose des problèmes de financement au niveau européen. La France a déjà investi 1,2 milliard d'euros et la Commission européenne 6,6 milliards d'euros. L'impact sur l'environnement, les rejets radioactifs. Les réacteurs de fusion nucléaire ne produisent pas de déchets de haute activité à vie longue. Le produit de la fusion est de l'hélium, un gaz non radioactif. L'activation des matériaux au sein de la chambre à vide due aux neutrons sera classée de très faible activité, de faible activité et de moyenne activité. Tous les déchets seront traités, conditionnés, stockés sur site, parce que la demi-vie de la plupart des radioéléments présents dans ces déchets ne dépasse pas la dizaine d'années. Leur radioactivité aura diminué fortement au bout de 100 ans, rendant ainsi possible le recyclage des matériaux. Les risques d'accidents nucléaires ne sont pas comparables car il n'y a pas de risque d'explosion nucléaire. La quantité de combustible présent dans le réacteur ne permet d'alimenter la combustion que pendant quelques secondes, comme les conditions très spécifiques de la réaction de fusion sont difficiles à obtenir et à maintenir.
Toute perturbation entraînera un refroidissement quasi instantané du plasma et un arrêt de la réaction. Le processus de fusion ne présente donc aucun risque en soi et il n'existe aucun danger d'emballement de la réaction conduisant à une explosion. Il n'existe pas non plus de risque de contamination grande échelle. La conception d'ITER est telle que même en cas de brèche accidentelle dans le tokamak, les niveaux de radioactivité à l'extérieur de l'enceinte seraient encore très faibles pendant l'exploitation normale. L'impact radiologique d'ITER sur les populations les plus exposées sera 1000 fois inférieur au rayonnement ionisant naturel. Et dans les scénarios les plus pessimistes, comme un incendie dans l'installation de traitement du tritium, aucune évacuation des populations avoisinantes ou autre contre-mesure ne serait nécessaire. La Commission européenne estime qu'en cas d'accident, les rejets d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant d'ITER en France, ne seront jamais susceptibles d'entraîner, même en cas d'accident nucléaire, une contamination radioactive à l'extérieur des frontières françaises. Comparaison avec les réacteurs nucléaires à fission avec des déchets radioactifs. Selon les concepteurs d'ITER, un accident aurait des conséquences considérablement moins importantes que dans le cas d'un réacteur à fission. La quantité, l'activité et la durée de vie des déchets nucléaires sera nettement plus faible. Il n'y a pas de déchets radioactifs à haute activité ou à durée de vie longue. Le produit de la fusion est de l'hélium, un gaz non radioactif. Seuls les matériaux soumis à l'impact des neutrons de la réaction vont devenir radioactifs, mais la demi-vie de la plupart des radioéléments présents dans ces déchets ne dépasse pas la dizaine d'années, si bien que leur radioactivité aura diminué fortement au bout de 100 ans, rendant ainsi possible le recyclage des matériaux. Par comparaison, les centrales à fission produisent des déchets dont la durée de vie va jusqu'à des centaines de milliers d'années. Contrairement aux réacteurs à fission où tout le combustible nucléaire est placé dans le cœur du réacteur dès le début, une centaine de tonnes d'uranium ou de plutonium pour un REP, un réacteur à fusion est alimenté au fur et à mesure au combustible, quelques grammes. La réaction nucléaire peut être arrêtée immédiatement, il suffit d'arrêter d'injecter du combustible dans l'enceinte sous vide. Comparaison avec une bombe à fusion. Il n'y a pas de rapport entre une bombe H et un tokamak. Dans une bombe H, on réalise une explosion en comprimant le mélange de tritium et de deutérium jusqu'à une densité supérieure à celle de l'état solide. Dans ces réacteurs à fusion, la densité du mélange deutérium-tritium est 10 millions de fois plus petite que celle de l'air ambiant. Risque de prolifération et application militaire. La recherche sur la fusion par confinement magnétique, dont ITER est une étape importante, n'a pas d'application militaire, contrairement à la recherche sur la fusion inertielle, telle que menée sur le laser mégajoule à Bordeaux. Un pays qui maîtriserait une technologie de type ITER ne serait pas plus avancé si son objectif est d'obtenir une bombe H. La forêt centenaire de Cadarache, qui s'étendait sur 1200 hectares avant le début des travaux d'ITER, est maintenant réduite à 800 hectares. On y dénombre près de 40 espèces protégées sur les 400 présentes, telles que le lézard osselet. Il a été déporté hors du site dans un lieu propice à son développement. L'orchidée sauvage. Une zone a été préservée lors des travaux afin de protéger son milieu de vie. Le scarabée pique-brune, qui se nourrit de bois mort, a changé d'environnement. Du bois mort a été accroché au logement des piques brunes, car leurs moyens de déplacement sont réduits. Pour acquérir ce site, ITER a dû prendre des mesures compensatoires sur le long terme. Un autre projet, appelé HYPER, pour High Power Laser Energy Research, vise à tester la possibilité d'utiliser un laser pour retirer de l'énergie utile de la fusion nucléaire avec un budget initial estimé à 600 millions d'euros, méga-euros, puis 735 méga-euros. Le projet d'utilisation 735 micro-euros. Le projet d'utilisation de Z-Machine des laboratoires Sandia, filiale de la compagnie américaine de défense Lockheed Martin, repose sur la production d'ondes de choc à rayons X par constriction du plasma. Cela nécessite un très fort courant électrique, 20 microampères circulant dans les fils électriques. L'objectif est de construire des réacteurs à fusion nucléaire de taille réduite et comparables à celles des réacteurs à fission des sous-marins à propulsion nucléaire.
Stellarator, dispositif analogue au tokamak, à la différence qu'il n'utilise pas de courant toroïdal circulant à l'intérieur du plasma pour le confiner. Notes et références. Voici donc les notes et références. Nous parlons ici dans le cadre de l'énergie de fusion. L'énergie de fusion peut être lorsque les réacteurs sont de confinement magnétique ou inertiel. La théorie, les noyaux atomiques, l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire, la physique des plasmas, la magnéto-hydrodynamique, la barrière coulombienne et le critère de Lawson. Les types par confinement magnétique, inertiel, électrostatique, fusion froide. La fusion froide catalysée par muon, c'est la fusion pyroélectrique. Voilà. Merci. Alors, article Wikipédia. Article Wikipédia. Programme nucléaire de l'Union européenne. Centre de recherche nucléaire. Alors, sous licence créative, nous avons une licence Creative Commons attribution. Vous voyez comment j'ai l'auteur pour mentionner la licence. Page du 10 mai 2019 à 21h40. Ici, nous avons l'attribution partage. Vous êtes autorisé à partager, copier, distribuer, communiquer le matériel par tout moyen, sous toute forme, adapté, remixé, transformé, créé à partir du matériel. Approved for works, free cultural, y compris commercial. L'offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence. Attribution. Vous devez créditer œuvre d'intégrer un lien vers la licence est indiqué. Dans les mêmes conditions, mesures techniques, notes, vous n'êtes pas dans l'obligation de respecter la licence pour les éléments ou matériels appartenant au domaine public ou dans le cas où l'utilisation que vous souhaitez faire est couverte par une exception. Une garantie que la licence ne vous donne pas toutes les permissions, mais par exemple, certains droits comme les droits moraux, les droits des données personnelles, les droits à l'image, de limiter votre utilisation. Cette page n'existe pas dans les langues suivantes, d'accord. Voilà, donc, attribution, partage. On peut toutefois citer, oui, voilà, donc ça va.